ce problème de l'inadéquation formation-profession. Il y a aussi également que le secteur dans lequel devraient évoluer les jeunes au niveau de l'emploi ne sont pas en train de s'accroître au même niveau que les sorties au niveau de la qualification académique et scolaire, bien plus qu'il y a beaucoup d'efforts de la part du gouvernement. Mais selon vous, quelles sont les causes? J'ai parlé de la première cause. Il y a cette inadéquation formation-profession. Les formations qui s'offrent ne s'adaptent pas au marché de l'emploi, tant national que sur le plan international. Mais également, il y a ce problème de la jeunesse qui a peur de s'auto-créer des emplois. Et il y a la jeunesse a peur d'investir et n'a pas le courage d'affronter le domaine de l'entrepreneuriat par la contractation des crédits auprès des banques et des opportunités que l'État a mis en place. Il y a aussi ce problème de manque de capacité au niveau de l'élaboration des plans d'affaires bancables qui pourraient les aider à s'auto-créer de l'emploi. Mais également, on ne peut pas ignorer que la plupart de nos jeunes ont toujours attendu qu'ils soient employés par le gouvernement et sans devoir chercher à affronter les autres domaines de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Merci. Monsieur Steve, vous êtes professeur à l'Université du Burundi. Steve, vous êtes, n'est-ce pas? Emery. Emery plutôt, excusez-moi. Monsieur Emery, vous êtes expert indépendant, en même temps professeur à l'Université du Burundi. Nous avons parlé des défis qui handicapent ce secteur de l'employabilité au Burundi, et surtout pour les jeunes et femmes. Et selon vous, quels sont les facteurs? Merci pour la question. Je ne vais pas répéter ce que l'autre interrupteur a dit. L'une des raisons, c'est d'abord la structure de la population burundaise, 12 millions, avec 50% des jeunes. Il a parlé de l'adéquation formation-emploi. Donc, le système de l'enseignement formel, il forme des candidats à l'emploi, mais lorsqu'ils arrivent sur le marché, ils ne répondent pas probablement aux besoins des professionnels. Et là, vraiment, il faut un effort très important pour que la formation soit en rapport avec l'emploi. Pourquoi pas ne pas impliquer les professionnels, évidemment, ou pourquoi pas ne pas organiser des formations professionnalisantes qui permettent aux jeunes de répondre aux besoins du marché. Il y a l'autre raison, c'est le fait que l'économie burundaise est en grande majorité informelle, agriculture, élevage, pêche, ce qui fait que non seulement il y a un problème de chômage, ça c'est une face de la question, mais aussi même les emplois qui sont créés n'offrent pas les protections nécessaires, surtout qu'il n'y a pas une loi spécifique qui régit le travail informel. Donc des gens qui travaillent dans l'informel, sans contrat, sans garantie, sans protection sociale. Là aussi c'est un effort que le gouvernement doit faire. Autre chose également dont on peut parler, c'est que le gouvernement a fait des efforts évidemment. Mais si vous parlez du secteur informel, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? On veut dire des petites et moyennes entreprises qui donnent parfois des travaux avec une rémunération qui est à la discrétion de l'employeur, des fois qu'il n'y a pas de cotisation sociale, des fois qu'il n'y a pas de garantie du travailleur. Donc l'État doit voir comment vraiment organiser le système informel, l'organiser pour permettre non seulement la capacité des entreprises d'embaucher des gens, mais aussi pour protéger les jeunes qui vont travailler, les jeunes, hommes et femmes. Et ça, c'est prévu même dans le code du travail, qu'il faut une loi spéciale qui régit les activités informelles. C'est très important. Est-ce que le cadre, le secteur plutôt agricole, ça rentre dans le secteur informel? Oui, parfois, si vous regardez le salaire minimum, il n'est pas très bien organisé, il parle même en milieu rural, et aussi il n'a pas été mis à jour, ce qui fait que parfois on dit travail informel parce qu'évidemment, les relations entre ceux qui travaillent et ceux qui ne vont travailler sont à leur discrétion. Vous êtes expert indépendant, et parmi les causes ou les facteurs, on a parlé d'une forte pression démographique. Concrètement, comment est-ce qu'on peut montrer comment
la pression démographique est un des facteurs de ce défi à l'employabilité au Burundi. Il faut partir du postulat selon lequel les Burundais à l'indépendance étaient moins de 3 millions. Après 50, 60 ans, nous sommes à 12 millions. Donc ça veut dire, et 48% de la population est là moins vraiment de 20 ans. Ce qui signifie que la population, il y a beaucoup de jeunes qui aspirent au travail, mais de la même manière dont la population augmente, les emplois ne sont pas créés avec le même rythme. Ce qui fait que beaucoup de jeunes formés qui cherchent du travail avec peu d'emplois, d'abord peu d'emplois très bien organisés et des emplois informels. Et on parle aussi du faible développement du secteur privé. Notre ami ici, Julien, il est du secteur privé, non? Et comment est-ce qu'on peut souligner que le faible développement du secteur privé est aussi un des facteurs? Il faut dire que d'abord 80% de la population travaille dans le secteur agricole. Donc le secteur agricole contribue à 30% du PIB, 60% des devises. On n'a pas vraiment beaucoup d'entreprises qui créent du travail. Les autorités le disent. On a des entreprises qui sont créées, mais il est difficile de suivre les entreprises qui sont fonctionnaires. Il est aussi difficile. Le secteur secondaire, c'est vraiment moins de 20%. Ce qui fait que l'État doit soutenir d'une part les investisseurs privés, à organiser le partenariat public et privé pour que le secteur privé augmente. Mais aussi l'État aussi doit donner des incitations pour que vraiment le secteur privé puisse se développer. Parce que dans les pays qui se développent, ce sont les individus, les entreprises privées, les petites et moyennes entreprises qui participent au développement du pays et qui donnent de l'emploi aux jeunes à condition qu'ils aient le soutien, la coordination nécessaire, un cadre légal qui est là, mais aussi vraiment la coordination des activités. Julien vient de souligner que la faible performance du système éducatif au Burundi est aussi un facteur. Vous êtes professeur à l'Université du Burundi, en même temps expert. Êtes-vous du même avis? C'est vrai qu'avec le système BND, on a essayé de professionnaliser la formation. Mais il faut dire, comme il a dit, l'étudiant burundais, il se prépare à être soit fonctionnaire de l'État, soit agent d'une entreprise, une banque, une trop grande entreprise, alors que probablement il faut lui apprendre non seulement à avoir une culture entrepreneuriale pour lui-même, mais aussi être préparé à travailler dans les entreprises moyennes, avoir le courage de faire le travail. On nous reproche d'être bureaucratique, les étudiants qui sortent. Et apparemment, il y a ceux qui disent que les Burundais commencent à plus travailler quand ils sont étrangers. Il faut dire qu'il faut vraiment des formations professionnalisantes. L'initiative du gouvernement est là, des formations professionnalisantes qui préparent l'étudiant cette fois-ci à affronter le monde des professionnels hier et non pas être un fonctionnaire ou un cadre d'une entreprise, parce que c'est vraiment exceptionnel d'avoir ce poste-là. Mais on a parlé aussi de la part du gouvernement qui aujourd'hui, quand on considère le système éducatif, mais aussi quand on considère c'est la façon aujourd'hui d'enseigner, de former les lauréats. Vous, celui qui est en train de suivre ce panel, comment est-ce que vous pouvez lui montrer que la faiblesse, cette faiblesse est vraiment un défi au Burundi? Parce que même dans d'autres pays, ça peut être ainsi. Mais c'est ce problème lié au chômage ou des jeunes sans emploi ne se fait pas sentir. C'est lié d'abord à une formation. Bon, la formation, elle essaie de tenir des besoins des professionnels. Mais vraiment, il faut qu'on organise des formations plus professionnalisantes, je dis. Pas plus théoriques, plus professionnalisantes, créer, même après la formation, créer des formations de renforcement des capacités, de professionnalisation qui tiennent compte des besoins du marché. Parce que vraiment, il est très important. Parfois, on n'a pas de données sur les besoins du marché, les besoins des entreprises, les besoins des entrepreneurs. Ça, c'est très important. Savoir les besoins du marché, former concrètement les étudiants ou les lauréats aux besoins du marché. Et là, ça doit être vraiment, que ce soit les entreprises privées, que ce soit la société civile, l'État, ils doivent vraiment créer un cadre de concertation pour avoir ces chiffres, pour avoir ces besoins, pour organiser ces formations et répondre à cela.
Et c'est très important. Et cela revient au gouvernement. Bon, il faut dire oui, ça revient au gouvernement, c'est lui qui organise tout. Et certes, il y a un plan au niveau de l'éducation nationale, mais avec évidemment les ministères sectoriels, il lui appartient non seulement d'inciter au développement économique, mais aussi d'organiser cette formation, parce qu'à la fin, ce sont ces jeunes-là qui vont travailler, augmenter la production. Merci Emery, nous sommes avec un représentant du ministère ici, Steve Karaké. Steve, vous êtes du ministère de la fonction publique et ayant l'emploi et le travail dans ses attributions. Le ministère que vous représentez ici, certes, les réalisations du gouvernement pour la promotion de l'employabilité des jeunes et femmes se font sentir de plus en plus. Mais le nombre de chômeurs, le nombre de jeunes et femmes qui sont sans emploi ne cesse d'augmenter. Et quelle est la valeur ajoutée de ces initiatives du gouvernement pour que ces défis qui sont évoqués par les invités présents ici soient relevés? Merci pour les questions. Tout d'abord, je vais revenir un tout petit peu sur les défis que les autres interlocuteurs ont déjà évoqués. Le partenariat public et privé contribue beaucoup dans plusieurs secteurs pour relever Et tous les défis qu'ils ont évoqués, vous êtes d'accord avec eux? En quelque sorte, mais je vais essayer de donner quelques solutions déjà mises en place. En matière du secteur informel, le professeur Emery a déjà souligné que ceux qui opèrent dans le secteur informel, surtout dans l'agriculture, la majorité des travailleurs et des employés du Burundi sont dans le secteur informel. Dans ce secteur, je peux dire que le gouvernement du Burundi a déjà, à travers le ministère du Travail et de l'Emploi et de l'Attribution, en collaboration avec le représentant des travailleurs. Il a parlé que c'est un représentant des travailleurs, oui. C'est un défi. Ouais. Je vais montrer les réalisations dans ce domaine. Tout d'abord, à travers le code du travail, du côté de la législation. En matière de l'article 3 du code du travail a vu qu'il est important de mettre en place une loi spéciale sur le secteur informel. Ici, je tiens à vous informer qu'il y a une équipe à travers le Comité national du travail qui élabore le texte d'application du code du travail. J'espère que aussi cet article sera touché d'ici peu 2 jours ou 2 semaines. Pour souligner que la question du secteur informel, de l'informalité, le ministère du Travail, donc le gouvernement du Burundi à travers le ministère du Travail, connaît bien que le secteur informel contribue beaucoup à la création des emplois, qu'il faut au moins une loi spéciale pour aider les parties prenantes de ce secteur à faire une transition vers le secteur informel, la création du travail décent, la protection sociale, les droits fondamentaux au travail, notamment les droits d'organisation, les droits syndicaux et aussi l'accès aux soins de santé. Du niveau des cadres de concertation, la stratégie de la politique nationale avait prévu de mettre en place un cadre de coordination, un cadre de concertation avec toutes les parties prenantes, le gouvernement, les travailleurs, les employeurs, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, etc., pour que la question du travail, la question du chômage soit vraiment une question de tout le monde, pour que même il y aura même toutes les thématiques en rapport avec le travail et l'emploi soient touchées
parce que vous savez, tout à l'heure, le professeur a évoqué les informations, les statistiques, ce qu'on appelle système d'information sur le marché du travail. Si tout est partie prenante travaille en solo, chacun fait ce qu'il veut, sans une ligne directrice, sans cartographie des acteurs, vous comprenez très bien que même les statistiques sont difficiles à collecter. Il y a ceux qui créent des emplois, mais s'il y a des cadres de concertation comme ça, le système d'information sur le marché du travail fonctionne bien. Et ça permet aussi aux décideurs, aux planificateurs de planifier des projets qui sont smart, des projets qui répondent bien aux problèmes réels de la population. Et il faut aussi également souligner que les jeunes qui ont peur de contracter des crédits, qui ont peur d'investir, qui ont peur de faire des travaux communément appelés des métiers pour les petits, donc qui se comportent comme des bureaucrates. Souvent, les autorités, à commencer par son excellence, le président de la République, ne cessent de les sensibiliser au changement de mentalité, qu'il n'y a pas de petits métiers ou de grands métiers. Il interpelle tout le monde que chaque poche est de l'argent, chaque bouche est à manger. Donc, de façon globale, de façon résumée, je peux dire que le gouvernement a déjà fourni des efforts pour créer de l'emploi pour les jeunes et pour toute la population burundaise. Mais le défi qui reste, le gouvernement continue à ménager beaucoup d'efforts pour interrompre tout le monde à fournir des efforts pour que, ensemble, nous luttons pour la promotion du travail décent au Burundi. Bien sûr, le gouvernement a beaucoup conjugué beaucoup d'efforts, mais il s'observe toujours ce défi. Alors, vous êtes représentant du ministère ici, le ministère est à l'emploi dans ses attributions. Même s'il y a l'existence de banques d'investissement pour les jeunes, BIG, et même s'il y a la banque pour les femmes, banque d'investissement pour le développement des femmes, il y a aussi certains cadres, certaines institutions qui ont été mises en place. ABEJ, c'est Agence burundaise pour l'emploi des jeunes. Même si c'est ainsi, donc on constate que le nombre de sans-emploi, des jeunes sans emploi, des femmes sans emploi ne cesse d'augmenter. Alors, quelle est la valeur ajoutée que vous avez déjà constatée au niveau du gouvernement? La valeur ajoutée, si tu demandes même aux jeunes qui ont déjà bénéficié des crédits au niveau du paillage, au niveau de la BIG, etc., ou tout autre programme, les valeurs sont là, les résultats sont là. C'est pourquoi, à travers même ces défis, le gouvernement du Burundi, hier, vous avez, ou avant-hier, suivi le forum sur le partenariat public et privé pour parler à tous ces problèmes. Et je peux dire que... Mais cela, c'est au niveau théorique. Au niveau théorique. Ça, c'est au niveau théorique. Pratiquement, qu'est-ce qui montre qu'il y a la valeur ajoutée? Ce qui montre qu'il y a la valeur ajoutée, et je pense que vous-même, en tant que journaliste, vous pouvez même le constater. Il y a des jeunes qui donnent souvent des témoignages que avec des crédits reçus, avec des formations, des renforcements des capacités reçues à travers tous ces programmes, il y a quand même un changement dans la population. Il y a quand même des jeunes qui ont déjà changé de mentalité, qui ont déjà compris que si vous avez quitté le bas de record, il ne faut pas toujours braquer les yeux sur l'État. Des changements sont là. Mais le gouvernement du Burundi continue à fournir des efforts et à sensibiliser tout le monde parce que la question du chômage, c'est comme rouler à vélo. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à fournir des efforts, à relever tous les défis. Professeur Emery, même Julien a évoqué aussi la faible performance du système éducatif au Burundi. Et même si vous êtes du ministère de la fonction publique, cela revient au ministère de l'éducation. Vous êtes
dans le même cercle du gouvernement. Que pensez-vous des propos des deux invités? Ce que je peux dire à partir du partenariat, donc l'inadéquation formation-emploi, à partir le système BMD a essayé de pallier à ce problème d'inadéquation formation-emploi. Qu'est-ce qui le prouve? Ce qui le prouve, c'est que souvent les jeunes se lamentent, nos diplômes ne sont pas sollicités par les employeurs, et les employeurs exigent des expériences de quelques années. Ce que je pense qu'il faut faire pour solution, il faut renforcer ces partenariats publics et privés dans plusieurs secteurs et surtout dans le domaine de formation. Si les partenaires privés sont impliqués, ils sont aussi impliqués dans l'élaboration des curricula de formation, des programmes de formation. Ce sont eux qui savent bien les profils des candidats qu'ils ont besoin dont ils ont besoin dans les entreprises. Mais s'ils disent s'ils disent qu'ils s'observent une faiblesse au niveau des performances du système éducatif au Burundi, vous êtes d'accord? Je pense que c'est évident en voir le nombre de jeunes chômeurs qui se lamentent donc qui cherchent des emplois mais en vain. Donc les écoles poussent, les universités naissent, mais les opportunités sur le marché de l'emploi ne suivent pas le même rythme. Donc quelquefois c'est évident, mais malgré tout ça, le gouvernement continue à fournir des efforts et nous espérons qu'ensemble, avec toutes les parties prenantes, on pourra un jour arriver à une satisfaction de tout le monde. Merci, monsieur Steve. Je m'adresse à monsieur Julien. On a pointé du doigt le secteur privé, qu'il y a une faiblesse au niveau du développement de ce secteur. Et c'est un défi qui handicape la promotion de l'employabilité au Burundi. Vous êtes du même secteur, vous êtes du secteur privé, et vous êtes du même avis. Permettez-moi d'abord de revenir sur certaines idées qui ont été échangées à propos des défis. Il y a d'abord la dispersion des efforts, mais aussi il n'y a que ces efforts qui ont été consentis par le gouvernement ne sont pas connus par la jeunesse, puisqu'il y a certains coins ou certaines localités du pays qui ne connaissaient pas le paège, qui ne connaissaient pas la BIJ, qui ne connaissent pas l'OBM, qui sont des efforts du gouvernement qui devraient contribuer dans le sens que la jeunesse pourrait s'impliquer dans le secteur privé pour entreprendre leurs propres initiatives entrepreneuriales. Bon, excusez de la tautologie, mais c'est ça. Alors, à travers la contractualisation ou la demande des crédits par les jeunes à la BIJ et les femmes, à la BDF, mais également au PAEJ, sous l'appui du Fonds d'impulsion et de garantie et d'accompagnement, le FIGA, et les jeunes parviennent à entreprendre leurs propres entreprises, petites soient-elles, soit des entreprises privées, qui sont en mesure à contribuer dans la réduction de sous-emploi et du chômage par leur propre entrepreneuriat. Et voilà, alors je suis du même avis que le secteur privé n'est pas en train d'évoluer, quitte à donner de l'emploi à la jeunesse ou à offrir des opportunités d'entrepreneuriat des jeunes. D'abord, puisque il n'y a pas cette politique d'encouragement de la part du gouvernement aux investisseurs, puisque nous voyons que pour le moment, la voirie ne favorise pas le transport international pour que les investisseurs puissent apporter des opportunités d'emploi, puissent importer vers le Burundi pour qu'ils puissent construire des entreprises, des usines, des industries. Est-ce qu'il y a au moins des initiatives au niveau du secteur privé qui sont déjà là?
Oui, au niveau du secteur privé, vous le voyez, il y a le système des hôtelleries qui est en train de grandir. Il y a de ces entreprises de production agroalimentaire, même si ces derniers jours ça a mal tourné, parce qu'ils ne respectaient le système ISO, International Standard Organization, et ces entreprises qui ont essayé d'abord de créer de l'emploi, de chercher des fonds pour le Burundi, mais également de donner de l'emploi à la jeunesse. Et je reviens sur certains chiffres qui montrent que la jeunesse qui est en quête d'emploi est très nombreuse. Aujourd'hui, la majorité de la jeunesse active, qui se comprend entre 15 ans à 64 ans, les personnes actives du Burundi, sont à 48,8% de la population burundaise. Tandis que les personnes qui, dit-on, ne sont pas actives ou qui sont à l'âge de la retraite ne constituent que 3% de la population burundaise. Et quels sont les facteurs de cela? Les facteurs, on a parlé de la démographie. Et notre population burundaise a la pyramide d'âge à la base, à une base très élargie, c'est-à-dire que la jeunesse est très nombreuse. Donc, la plupart d'entre eux devraient demander de l'emploi. Ils demandent de l'emploi aux investisseurs, au gouvernement, aux grandes entreprises et ne veulent pas. La démographie ne suit pas les opportunités d'emploi. Je souligne également que le secteur informel à lui seul occupe plus de 82,8% de la population burundaise. Et donc, au niveau de ce secteur informel, 90% c'est du domaine agricole. Or, notre jeunesse n'a pas le courage d'affronter le domaine agricole. Nous travaillons toujours de façon rudimentaire. Donc, il n'y a pas de suivi de développement des secteurs qui sont les plus offrants du haut niveau d'entrepreneuriat pour la jeunesse. Mais il faudrait alors développer le secteur agricole et l'accompagner avec le domaine industriel pour transformer le surplus de la production qui serait produit une fois la jeunesse est bien engagée dans le secteur agricole qui aujourd'hui occupe la majorité de la population burundaise. Et c'est informel, il n'y a pas de travail décent dans ce domaine. Donc on peut associer le secteur informel au secteur agricole, puisque le secteur non agricole, au niveau du secteur informel, n'offre que 12,7% d'opportunités d'emploi. Merci, monsieur Julien Ngendakumana. Signalons que le débat va continuer pour que l'émission soit de 45 minutes plutôt au complet. Je rappelle que nous sommes avec 3 invités. Il s'agit de Julien Ngendakumana, représentant légal d'une organisation de la société civile dite CPPD en sigle, c'est-à-dire la communauté des personnes engagées pour promouvoir l'entrepreneuriat et le développement durable. Je suis également avec Steve Karake. Il est conseiller au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Dans ce panel, nous avons également comme invité professeur Emery Nukuri. Il est professeur à l'Université du Burundi et expert indépendant dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes et femmes. Je rappelle également aux téléspectateurs et auditeurs que les participants présents ici vont avoir l'occasion d'exprimer leur point de vue ou poser des questions aux panélistes. Mais avant de passer le micro aux participants, je m'adresse à Julien Ngendakumana. Y a-t-il des conséquences qui découlent de cette situation de jeunes et femmes qui restent sans emploi? Bon, merci beaucoup. La plupart des fois, quand on parle de conséquences, nous avons tendance à penser aux conséquences néfastes. J'allais signaler qu'en Kirundi, nous disons souvent que au Guarukani Burundi Bwejo, mais moi j'allais dire que la jeunesse n'est pas le futur du pays, mais c'est aussi l'actualité, le présent du pays. Puisque si la jeunesse est bien encadrée, et bien mise à profit, elle constitue un meilleur moteur pour le développement, puisque ce sont des opportunités de main-d'œuvre
qui ne sont pas reçus par d'autres pays. Il y a des pays où la population n'est pas active. Au Burundi, nous avons la chance d'avoir une jeunesse très active qui devrait être exploitée pour constituer un meilleur développement, un meilleur moteur pour le développement du pays. Mais une fois mal exploitée ou mise à profit, la jeunesse constitue une bombe en présentiel ou même un retardement pour le pays, puisqu'elle est facilement manipulable par les détracteurs de pays. Pour le moment, alors, cette situation de sous-emploi de la jeunesse, de sous-emploi ou de chômage pour la jeunesse, c'est pour moi une bombe en présentiel et une bombe en retardement. Pourquoi? Parce que si la jeunesse n'a pas d'occupation, elle peut facilement se livrer à des actes atroces, des actes de déstabilisation du développement et de la paix. Mais si une fois elle est exploitée positivement et qu'elle soit mise au travail à travers les efforts du gouvernement et qu'elle soit conscientisée de l'importance de profiter de ces opportunités, elle pourrait contribuer très efficacement au développement durable du pays. Merci, Monsieur Julien. Professeur Emery, c'est la même question. Y aura-t-il des conséquences qui découleront de cette situation de chômage? Comme il a dit, c'est vrai, le chômage a des conséquences négatives, c'est vrai. Le chômage, il est là, il apprend les jeunes à se débrouiller, mais ils se débrouillent comment? Ça, c'est très important. C'est pourquoi, quand même, le gouvernement a beaucoup fait. Il a créé des fonds, il a créé des banques. Mais, par exemple, quelqu'un qui a fait, par exemple, le droit, est-ce qu'il sait faire, comment est-ce qu'on va faire un plan d'affaires? Est-ce que vraiment, celui qui a fait une formation autre que ce qui est sur le marché, il a besoin de réinsertion professionnelle? Alors, que doit faire l'État? Que doivent faire les organisations de la société civile? Comment canaliser cette énergie? Sinon, ça va se perdre. Donc, au niveau des conséquences, il a bien dit, l'État, comme il est en train de mettre des moyens financiers, il faut y mettre aussi le suivi, coordonner les activités, savoir qui fait quoi et où. Sinon, on va voir certaines provinces qui vont se développer, tandis que d'autres seront en arrière. C'est là où on aura des problèmes quand il y a ceux qui se développent et d'autres qui ne se développent pas. Deuxièmement, ça sera une bombe à retardement. Une jeunesse qui ne travaille pas, qui n'a pas d'occupation, c'est quoi? C'est probablement des troubles sociaux, c'est probablement éventuellement l'exploitation de la jeunesse à des fins politiques déstabilisatrices. Donc, Merci, professeur Emery. Steve, Emery et Julien viennent d'évoquer les conséquences qui découleront de cette situation des jeunes et femmes qui restent sans emploi. Vous êtes de même avis? Oui, bien évidemment, une jeunesse mal encadrée, c'est comme une cigarette allumante dans la poche ou un volcan qui peut exploser d'un moment à l'autre. Je pense qu'avec tous les efforts déjà déployés, les fonds, les banques, etc., comme le professeur vient de l'évoquer, il faut analyser l'efficacité de toutes ces stratégies déjà mises en place. Il faut les décentraliser pour que toute la jeunesse soit touchée, pour que tout le monde bénéficie de tout ça. Je pense qu'avec les efforts de tout le monde, avec la participation de toutes les parties prenantes, avec une cartographie bien élaborée, je pense que une jeunesse bien encadrée constitue un atout pour le développement du pays. Évidemment, je suis du même avis, la jeunesse qui occupe une grande partie de la population, si elle n'est pas bien encadrée, si elle n'est pas bien suivie, ça constitue un problème. Mais je pense qu'avec les efforts du gouvernement du Burundi, en collaboration avec les partenaires, que ce soit au niveau local et international, je pense qu'avec tous ces efforts en place, je pense que notre jeunesse sera, donc cette grande partie de la jeunesse qui compose la population burundaise constituera sans doute un atout pour le développement. Merci, monsieur le représentant du ministère à ce panel. Nous tendons vers la fin de l'émission, mais avant d'y arriver,
Et parlons des pistes de solutions. C'est le moment des participants. S'il y a l'un ou l'autre qui a une question à poser aux panélistes, de poser. Apparemment, en ligne, je vois qu'il n'y a pas de réaction. Mais pour les participants, je vois quelqu'un qui a une intervention. Et merci de m'accorder la parole. C'est Jean Bosco de Réja. Et ma question, c'est comment faire pour profiter de cette jeunesse, notamment dans les grands projets de construction du gouvernement, par exemple, le projet de construction du chemin de fer, qui est un projet régional, mais aussi ça peut être un atout pour autre chose. Est-ce que il y a des projets qui peuvent vraiment occuper cette jeunesse, mais aussi d'autres initiatives qui peuvent aider les jeunes à être ensemble pour avoir une occupation et donc éviter cette bombe à retardement. Merci. Apparemment, la question est adressée aux représentants du ministère de la fonction publique ici présent. À lui de répondre. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question de M. Georges. Moi, je trouve plutôt qu'il a donné des solutions. Oui, il a donné des solutions sous forme de solutions. C'est une des solutions pour occuper cette jeunesse à travers... Mais il a voulu savoir si ce projet, ce programme au niveau du gouvernement est déjà. Et je pense que si vous analysez très bien au niveau de la politique nationale de l'emploi, c'est prévu d'occuper la jeunesse à travers ces activités de haute intensité de main-d'œuvre. Parce que la construction des chemins de fer, la construction des routes, la construction des hôpitaux, etc., c'est une occasion d'embaucher plusieurs jeunes à la fois ou d'occuper plusieurs jeunes à la fois. Je trouve que c'est plutôt une des solutions pour occuper les jeunes. Si on utilise l'approche de l'économie solidaire avec les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, occuper les jeunes, leur montrer comment on élabore un plan d'affaires avec le salaire, donc le revenu à travers les activités de haute intensité de main-d'œuvre. On profite de cette occasion pour les encadrer, l'entrepreneuriat, l'élaboration des plans d'affaires, avec les revenus qu'ils touchent à travers ces activités de haute intensité de main-d'œuvre. Ça constitue une base pour eux de devenir entrepreneurs à travers ce qu'on appelle l'économie solidaire, où c'est mutualité communautaire, les cirques, etc., etc. Donc, moi, je trouve que c'est une solution plutôt pour pallier à ce problème de chômage. C'est une façon aussi d'occuper les jeunes, de trouver de l'emploi aux jeunes à travers les hautes activités de main-d'œuvre, construire des chemins de fer, etc. Tu peux même embaucher des dizaines de milliers de jeunes en même temps pendant toute la période de la construction. Si tu évalues le revenu aussi à travers ça, un jeune peut sortir avec une base pour démarrer sa propre entreprise sans toutefois contracter un crédit quelque part. Apparemment, vous tenez compte de sa contribution, de ce qu'il a évoqué peut-être au niveau du ministère. Vous allez voir comment vous servir de sa contribution dans ce panel. Apparemment, je vois qu'il y a un autre qui a une question à poser, mais il nous reste seulement quelques minutes. Je vous prie de nous permettre de continuer. Peut-être on aura l'occasion dans un autre panel, parce que nous tendons vers la fin de ce panel. Alors, comme plaidoyer, comme piste de solution, que faire pour améliorer les conditions de travail et d'entrepreneuriat des jeunes et femmes sans emploi au Burundi? Je m'adresse à Julien. Merci beaucoup.
Et quelque part, avec votre question, on va revenir sur la dernière question de M. Bosco Georges, puisqu'il a posé la question de savoir s'il y a des initiatives qui sont de nature à aider la jeunesse de sortir de ce statut de bombe à retardement ou en présentiel. Quelque part, alors, il a demandé les pistes de solutions. Et nous avons remarqué qu'il y a ces initiatives du gouvernement, à savoir la mise en place de la BIGE, de la BDF, du PAEJ, du FIGA, qui sont de nature à appuyer la jeunesse pour qu'ils puissent investir par eux-mêmes en contractant des crédits. Et le FIGA garantit le taux d'intérêt en fournissant aux banques contractées une certaine somme de garantie sur le taux d'intérêt à fournir aux banques qui ont prêté de l'argent à ces jeunes. Alors, les initiatives à mettre en place, si ces initiatives que je viens d'évoquer ont été déjà mises en place, il faudrait que, pour que toute la jeunesse puisse avoir accès à l'information par rapport à ces programmes, il faut, en plus de la décentralisation, il faut une digitalisation de ces programmes. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une coordination de ces initiatives, une coordination de tous les intervenants en matière d'emploi de la jeunesse et des femmes. Donc il faut un cadre de coordination tel que prévu par la stratégie nationale de mise en application de la politique nationale de l'emploi. Il faut également chercher à ce que les investisseurs privés soient encouragés. Il faut qu'il y ait des mesures incitatives en faveur des entrepreneurs privés qui puissent appuyer la jeunesse. Il faut aussi également que, comme le souligne l'article 3 du Code du travail, que tous ces investisseurs qui sont là pour appuyer la jeunesse puissent songer au respect des normes du travail décent. Je ne vais pas y revenir. Le professeur Emery l'a bien dit, il l'a si bien dit que je ne peux pas y revenir. Quand l'expert a parlé, je ne peux pas ajouter un plus. Et il faut également que l'on puisse tenir compte de toutes les situations de vulnérabilité des personnes qui sont au Burundi et toutes les situations de capacité. Mais également, il faut alors penser à un renforcement de capacité, puisque jamais la formation extra-académique n'est une perte, mais plutôt il faut profiter toujours de toutes les opportunités de formation et de renforcement de capacité qui s'offrent à travers les partenaires de l'État, qu'ils soient technico-financiers, qu'ils soient diplomatiques, qu'ils soient même nationaux. Donc il faut des renforcements de capacités pour que l'on puisse rendre notre jeunesse compétitive sur le marché de l'emploi tant national qu'international. Merci beaucoup, Monsieur Julien Ngendakumana. Monsieur professeur Emery, c'est la même question. Quelles sont les pistes de solutions? Que faire? Bon, je vais essayer d'être complémentaire. Donc, c'est beaucoup d'initiatives de l'État, initiatives de la société civile, initiatives des partenaires. Que doit faire l'État? L'État doit organiser un cadre d'échange et de dialogue pour savoir qui intervient dans quoi, qui fait quoi. Comme ça, il va canaliser les fonds là où ils sont nécessaires. C'est très important, sa responsabilité. Deuxièmement, il faut vraiment, quand on parle de professionnalisation, certains au Burundi pensent que la professionnalisation c'est après les humanités ou après les... Non, c'est la professionnalisation dès la base. Et là, le représentant du ministère de l'Emploi dans ses attributions a dit les statistiques de l'emploi. Il faut vraiment qu'il y ait des statistiques qui sont accessibles à la formation et accessibles aux employeurs. Mais aussi ici, il faut l'implication des professionnels dans la formation des étudiants, l'élaboration des programmes, les stages professionnels. C'est très important, mais aussi ici, il faut aussi inciter les entreprises à encadrer les étudiants et les professionnels. La même chose, il faut, c'est très important, l'État doit faire un autre effort, inciter les petites et moyennes entreprises. Je suis concret. Au niveau du code des investissements, on donne les avantages à celui qui a un projet de 600 000 $. Ça ne marche pas. Quel jeune qui va avoir 600 000 $? L'État doit appuyer les petits projets innovants, même en matière de certification. L'État doit aider les jeunes qui n'ont pas même les moyens, les encadrer au niveau technique, donner des fonds au BBN et à la CNTA pour que vraiment les petits projets soient encouragés, donner même, comme on le fait à l'étranger, parfois on donne des fonds aux projets innovants. C'est quelque chose que l'État doit faire. Si c'est la même chose,
l'État doit savoir que même les plus grandes entreprises sont nées de petites initiatives. Ça, c'est très important. Autre chose, il y a une culture qui manque ici chez nous, la culture de l'épargne. On dépense à compter en pensant que Dieu est là. Il n'est pas là. Donc, il faut aussi accepter, nous avons une culture de la facilité. Les jeunes doivent accepter de travailler dur, de souffrir. Ils doivent travailler beaucoup pour investir. Et je pense ici c'est très important. Que ce soit la société civile, les ONG, les partenaires du développement, ils doivent travailler de concert avec l'État qui doit encadrer les jeunes. Il doit y avoir aussi la législation nécessaire. Et l'État, vraiment, c'est très important. S'il ne sait pas de coordonner les activités, toutes les initiatives vont être gaspillées. C'est très important. Ce cadre de collaboration est très important pour protéger les filles et femmes, tenir compte des droits des femmes, des handicapés, des personnes vulnérables, qui eux aussi, ils ont des contributions à faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un handicap que c'est une femme. Ils ont des activités qu'ils peuvent réaliser pour le développement du pays. Et ça, c'est très important. Merci. C'est un développement qui nous laisse derrière personne. Merci, professeur Emery. Je m'adresse à monsieur Steve. Les deux invités viennent d'évoquer les pistes de solution. Ce qu'il faut faire. Vous, qu'est-ce que vous promettez au niveau du ministère que vous représentez ici? Quels sont les engagements pour relever ces défis qui handicapent l'employabilité des personnes qui ont été ciblées au cours de ce panel? Tout d'abord, je vais pas répéter les pistes de solution, mais je vais quand même souligner... Parler de l'engagement au niveau du ministère. Je vais parler d'une manière générale à travers le diagnostic de la politique nationale de l'emploi. Il y a ceux qui ont été déjà relevés comme des grands défis qu'il faut trouver des solutions. Le gouvernement a déjà commencé à trouver des solutions. Premièrement, il faut renforcer le partenariat public et privé dans tous les secteurs. On a évoqué tout à l'heure qu'une fois le partenariat public et privé est bien renforcé dans tous les secteurs, ça contribue à la réduction du chômage. Ces jeunes qui terminent les écoles trouvent des stages professionnels dans les entreprises et les entreprises donc contribuent à la mise en place des curricula de formation et donc à trouver des solutions à l'inadéquation formation-emploi. Deuxième chose, il faut un changement de mentalité. Les séances de sensibilisation, de moralisation de la population en général et de la jeunesse en particulier. Mais au niveau du gouvernement, quel est votre engagement? Qu'est-ce que vous promettez aux téléspectateurs et auditeurs en tant que représentants du ministère ici présents? Ce que nous promettons, nous allons continuer à fournir des efforts pour que cette jeunesse nombreuse, cette grande partie de la jeunesse puisse avoir accès à un travail décent. Ce que j'étais en train de développer en vous montrant les pistes de solutions que le gouvernement du Burundi a déjà mis en place à travers le diagnostic qui a été fait lors de l'élaboration de la stratégie de mise en place de la politique nationale de l'emploi. Oui, ce sont des pistes de solutions d'envergure nationale. Merci beaucoup, monsieur Steve Karaké. Voilà, chers téléspectateurs et auditeurs, c'est ici que nous mettons à terme ce panel qui était focalisé sur l'amélioration des conditions de travail et d'entrepreneuriat de jeunes et femmes au Burundi. Vous venez de suivre les propos des panélistes et les interventions de certains participants, leurs pistes de solutions pour relever les défis qui hantent ce secteur. Espérons que ces contributions et les interventions qui ont été évoquées dans ce panel, c'est un plaidoyer. Peut-être ils vont apporter un léger mieux. Nous disons merci aux panélistes. Je vous rappelle que nous étions avec 3 sur plateau, à savoir Julien Ngendakumana, il est représentant légal d'une organisation de la société civile, CPPD en sigle, communauté des personnes engagées pour promouvoir l'entrepreneuriat et le développement durable. Il est également représentant d'une coalition des organisations de la société civile, SOPGF.
Monsieur Julien, je vous remercie pour avoir répondu à l'invitation. Nous étions également avec le professeur Emery Nukuri, les professeurs à l'Université du Burundi, expert indépendant dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes et femmes. Monsieur Emery, je vous remercie également pour avoir répondu à l'invitation. Nous étions avec Steve Karake également. Il est conseiller au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Monsieur Steve, je vous remercie également pour avoir répondu à notre rendez-vous et pour vos contributions. Rappelons également que ce panel est l'initiative du consortium KEA International, ActionAid et REJA en partenariat avec l'Union européenne qui appuie le projet dit du Kurire Hamwe à langue nationale. Nous vous mettons au courant également que même si nous étions en direct et en synergie des médias en ligne dont Kiago Media TV, Women in Digital Campaign et la page Facebook du consortium ActionAid, KEA International et REJA. La diffusion de ce panel sera reprise en différé dans ces médias et d'autres, mais aussi dans les réseaux sociaux, dans le but d'accroître l'audience et permettre de suivre ces échanges aux intéressés qui ne les ont pas suivis en direct. Ce panel s'animait depuis l'immeuble de Martha Hotel en mairie de Bujumbura, à l'animation Diomede Hategekimana et à la réalisation Richard Sinzingayo. Nous disons merci à vous tous. Au revoir.